Bonjour, donc Marnie Holzer, pour vous la présenter d'abord, c'est un peu moi et pas tout à fait, parce que donc Les choses de la nuit, Marnie Holzer, c'est le nom du personnage du livre. Moi je m'appelle Mélanie Cessiec-Duprat, j'ai un travail d'éditrice à la base, mais j'écris aussi depuis longtemps. Et ce livre-là, qui est en grande partie autobiographique, voilà, j'ai voulu pousser un peu le mélange du réel et de la fiction en me donnant comme nom d'écrivaine le nom du personnage. Et pour vous expliquer un petit peu, vous présenter un peu ce livre, ça se passe, il y a deux histoires en fait qui se croisent, qui sont deux histoires du même personnage, donc de Marnie. Une histoire qui se déroule au présent et qui a lieu sur 24 heures, un 21 juin, qui commence le matin du 21 juin et qui se termine le matin du 22 juin, premier jour d'été, jour de la fête de la musique aussi. Et ce récit-là est découpé heure par heure sur ces 24 heures. Et il est entrecroisé d'un autre récit qui la concerne elle aussi, qui démarre depuis sa naissance jusqu'à l'âge où ça se rejoint entre son histoire passée et le présent. Et en gros, c'est ce que j'ai appelé un roman anthologique, donc l'anthologie avec un H au début du mot. C'est un terme, c'est un néologisme qui a été inventé par Jacques Derrida, philosophe. Et c'est quelque chose en fait qui fait se rejoindre soit des personnes, soit des histoires de différents espaces-temps qui se rejoignent sur un même espace-temps. Donc là, c'était assez parlant par rapport au fait que voilà, ce personnage était montré à la fois depuis son passé et depuis ces 24 heures qu'elle vivait au présent, où elle se rend, parce que tout se passe, ça se passe principalement au Pays Basque. Au début de l'histoire, on comprend qu'elle a vécu à Paris, elle a quitté la capitale pour revenir s'installer au Pays Basque à Hendaye. Et donc elle revient voilà, sur ses racines. Et le soir du 21 juin, elle se rend à un vernissage à Bayonne, au Carré Bona. Et là, elle va faire une rencontre un peu décisive, une rencontre amoureuse. Et qui va un petit peu déclencher voilà, des choses importantes dans sa vie. Et après, on va dire qu'à partir du moment où le passé et le présent se rejoignent, ça rentre dans une troisième dimension où là, il y a quelque chose un peu qui est plutôt de l'ordre du réalisme magique, puisqu'on entre dans une zone où d'un seul coup, elle se met à communiquer avec des fantômes, avec des morts. Donc bon, je ne vais pas vous raconter pour garder un peu le suspense si vous avez l'occasion de lire ce livre, mais juste peut-être avant de vous lire quelques extraits, une dernière information sur la structure même du livre. Les deux formes narratives, enfin les deux récits qui sont entremêlés ont deux formes narratives différentes. Tout ce qui se passe au présent, la narratrice l'écrit en disant « je », donc en parlant à la première personne du singulier. Et tout ce qui se passe au passé, ça se dit à la deuxième personne en disant « tu », comme si ça créait un dialogue en fait entre elle et son double. Voilà. Et tout ça prend sens à un moment donné de l'histoire grâce à un événement qui va changer un petit peu la donne. Donc là, peut-être, je peux vous lire un petit extrait plutôt au début du livre. Donc voilà, elle est déjà rentrée de Paris, elle s'est installée dans son appartement, elle s'est réveillée le matin, il s'est passé déjà certaines choses. Et là, je vous lis un chapitre qui correspond à celui de 11 heures, donc, où là, ça se passe au présent, qui s'appelle « De rouge et de vert ». Après une douche brûlante, un deuxième café et une première cigarette, je décide de quitter mon refuge pour aérer le sac de poils qui tournicote devant la porte, prêt à bondir au premier bruit de clé. Une fois dehors, je savoure les parfums de l'été qui tardaient à venir après des mois passés sous une pluie battante. À mesure que j'avance dans les jardins, guidée par le rythme saccadé d'une Gigi effectuant des zigzags dans les allées, je suis gagnée par l'arôme des fleurs fraîchement écloses, chèvrefeuille, hortensia et jasmin, auxquels se mêlent les saveurs iodées de la brise qui circule chaque jour en ces lieux.
S'il est probable que cette ère influe sur l'humeur des gens réputés être comme le climat, océanique et instable, j'apprécie le plus souvent d'être portée par ces variations, de me laisser aller à des états qui vont des plus paisibles aux plus bouillonnants. Vivre ici, à Hendaye, et pouvoir se fondre à tout moment dans l'un ou l'autre des éléments qui composent ce territoire aussi riche qu'imprévisible, sont des privilèges que je m'accorde dès que j'en ai l'occasion. Tous les prétextes sont bons pour devenir air, eau, pluie, particules de lumière ou battements d'ailes, afin de repousser les mécanismes d'un mental trop souvent ruminant. Mais à peine effleurée par cette pensée, me voilà en train de glisser dans les méandres d'une vieille voix qui me souffle à l'oreille que cela fera bientôt 2 ans que je suis rentrée au pays. Après un temps équivalent passé dans la capitale, il m'aura fallu partir pour échapper à celui avec qui je m'étais débattue durant 6 années, dans une histoire où je me demande encore si l'amour a eu un jour sa place. Et pourtant, quand je pense à cet homme que j'ai aimé à bout de bras, porté au nu malgré des attentes jamais comblées, à peine entendues, à qui j'ai tout donné avant de vouloir reprendre le peu qu'il m'avait laissé, même si j'ai cru m'en libérer en m'éloignant de son corps et de sa voix, je m'aperçois aujourd'hui que sa présence continue de me hanter. Cette histoire mêlée à l'abrutissement d'une vie parisienne devenue tout aussi inhumaine à mes yeux m'aura donc poussé à abandonner une part de moi pour revenir ici à bout de souffle et m'échouer comme à chaque fois sur cette terre faite de rouge et de vert où je suis née plusieurs fois, cette même terre où probablement je finirai. Donc là, voilà un extrait d'un chapitre où ça se déroule au présent, dans cette fameuse journée. Et maintenant, je vous lis un autre extrait juste pour vous montrer un petit peu un aperçu des deux formes de narration. Donc là, ça s'appelle 7 ans, puisque tous les chapitres qui remontent le temps depuis la naissance sont comptés soit en mois les premiers temps, soit en années. 7 ans. L'âge de raison. Ailleurs, sur la terre, on l'appelle l'âge de grâce. C'est la version que tu garderas plus tard. Mais à cet âge, on te parle de raison et tu l'acceptes, t'en faisant une sans poser de questions. Tu prends tout ce qu'on te donne, te propose ou t'impose dans une forme d'acceptation passive. Il faut, tu dois. Tu avales ces bouts de phrases sans douter de leurs bienfaits. Levant la tête des livres où tu côtoies le petit chaperon rouge, riqué à la houppe et barbe bleue, pour acquiescer à tout ce qu'on attend de toi chaque fois qu'on t'appelle. Âge de raison est aussi pour toi âge de paix, sans doute le seul moment où tu n'auras ni peur, ni besoin, ni envie. Tu seras juste porté par les jours qui couleront sous tes pieds et parfois te pénétreront sans t'effrayer ni te surprendre. Les vacances en Espagne graveront en toi le plaisir de certaines sensations, comme la chaleur presque insoutenable du soleil sur ta peau, le goût de sel sur tes lèvres, l'odeur du monoeil dans tes cheveux ou le souvenir plus abstrait de couleurs kaléidoscopiques glissant sous tes paupières closes pour former de petites particules aux reflets rouge-orangé. Tu aimes porter des robes qui tournent et des sandales dorées, des tresses enroulées sur ta tête que ta mère appelle des macarons, lécher des glaces au chocolat et croquer des glaçons après avoir aspiré à la paille les dernières gouttes de ton batido à la vanille. Manger des barbes à papa et des calmars avec les doigts, jouer les funambules sur les murets qui longent la plage d'Hendaye, courir pieds nus au bord de l'eau, chercher des coquillages dans le sable mouillé, jeter des galets entre 2 vagues pour les faire ricocher, ramasser des bâtons pour jeter des sorts ou écrire ton nom sur le sable. Et par-dessus tout, au-delà de toute logique, cette fameuse paire de chaussures vernis rouge à lacets blancs avec laquelle tu voudrais pouvoir parcourir le monde jusqu'à la fin des temps. Mais on aura beau t'expliquer qu'il n'y a aucun moyen que cela se produise puisque tes pieds grandissent et que tes chaussures non, c'est la seule donnée qu'à 7 ans, tu auras du mal à entendre. Donc voilà pour les petits extraits qui donnent un léger aperçu. Et quelque chose que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que c'est un livre. Donc là, peut-être pour certains d'entre vous, vous aurez reconnu sur la couverture une montagne qu'on connaît bien dans le coin, qui est celle des Trois Couronnes.
Et on est nombreux à dire que ça forme un visage de profil. Certains même racontent que c'est le profil de Napoléon couché sur le dos avec son chapeau. Donc Frédéric Duprat, l'artiste qui a fait les peintures, il y en a une douzaine aussi à l'intérieur. Enfin voilà, je vais vous en montrer une que peut-être de loin vous verrez mieux puisqu'elle est en double page. Où est-elle ? Elle est un peu avant. Voilà, par exemple ça. Donc c'est des peintures assez oniriques qui essayent vraiment de s'inspirer de détails ou d'éléments qui sont dans le texte pour les emmener un peu dans une autre dimension un petit peu plus mystérieuse. Et là, bon, il a un petit peu exagéré, on va dire, cette histoire de profil et de visage formé dans les montagnes en marquant un petit peu certains détails. Mais après, il y a des choses un peu plus représentatives. Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais c'est un genre de linceul avec un cheval au milieu. Et ça parle d'une scène où il y a un docteur qui s'appelle le docteur Kandinsky. Et, voilà, d'une vision avec sa tunique bleue comme ça qui flotte et qui renvoie au cavalier bleu. Une peinture et un mouvement aussi artistique. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être quelques questions, si j'ai le temps de répondre à une ou deux questions avant d'arrêter. Bon, merci.